Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam, c'est moi. Alors ça y est, la moisson 2023 pour nous est terminée et on va rentrer quasi immédiatement dans une période très importante pour l'agriculture de conservation, qui est celle de l'évolution des matières organiques que nous laissons en place, l'ensemble de nos résidus de récolte, l'ensemble de nos pailles, l'ensemble des menus pailles. Et on va échanger ensemble dans cette vidéo sur les étapes importantes que l'on peut faire pour les valoriser au mieux, car c'est quand même ça l'objet. C'est pas le tout de les laisser, ces matières organiques. Il faut aussi qu'elles se valorisent au mieux, qu'elles soient le mieux digérées par notre sol, le mieux transformées par tous les ouvriers que nous avons dans notre sol. Alors on en reparlera encore davantage cet hiver, comme nous l'avons fait l'hiver dernier, de qui sont les ouvriers et qu'est-ce qu'ils font exactement. Mais là, dans un premier temps, on va se concentrer pendant au moins 2 vidéos sur les matières organiques, celles que l'on laisse, mais aussi celles que l'on apporte. Alors si ça vous convient, on est parti. Alors on est parti les amis pour cet épisode et certainement d'autres qui suivront sur le sujet des matières organiques. Dans cette vidéo, on va surtout parler des matières organiques que l'on laisse sur notre sol. Mais dans la prochaine vidéo, on se posera la question que je vous ai déjà initiée dans la vidéo précédente concernant l'industrialisation possible de l'agriculture, qui est de savoir si on apporte des matières organiques extérieures, est-ce qu'elles ne vont pas servir, dans certains cas, à consommer la matière organique intrinsèque de notre sol. Alors avant de répondre à cette question dans la deuxième vidéo, on va revenir quand même à certains éléments fondamentaux et à parler de cette matière organique que l'on laisse. Évidemment, plus on laisse de matière organique, plus on est censé avoir une amélioration de notre sol à ce sujet. C'est important de se le dire. Et c'est ce qui s'est passé depuis les années 50. On a augmenté les rendements, mais on a aussi augmenté les volumes de paille, augmenté les volumes de menu paille. Et finalement, on a fait des cultures comme le colza, qui n'existaient pas dans nos régions et qui finalement, depuis 40-50 ans, sont plutôt des cultures améliorantes. On peut estimer qu'un colza, en termes de valeur de futur humus, qui est la partie la plus évoluée de la matière organique, on peut estimer que c'est à peu près 2 blés, l'équivalent de 2 blés en termes d'apport de matière organique en richesse carbone. Vous savez qu'un des seuls moyens que nous avons, facile, de mesurer la matière organique, c'est d'en mesurer le niveau de carbone. Je vous le rappelle, ce carbone présent dans la matière organique représente à peine 50% de la matière organique. Donc c'est une donnée, mais qui n'est pas une bonne donnée pour nous. En tout cas, on fait avec ce qu'on a. Mais il serait dangereux pour vous, je parle aux agriculteurs notamment, de considérer que parce que sur votre analyse de terre, vous avez un taux de carbone élevé, donc intrinsèquement un taux de matière organique élevé, que vous soyez satisfait, que vous vous dites « ah bah les choses se passent bien ». Non, ce n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que les pailles que l'on a ici, et justement, je voulais vous parler d'un des moyens d'améliorer l'évolution de vos résidus. C'est pour ça que je profite là aujourd'hui, cet après-midi, en pleine chaleur, de vous faire une petite vidéo qu'on séquencera avec d'autres sur ce sujet. C'est que ces pailles que nous avons ici, notre souhait, c'est de les faire évoluer à l'intérieur de notre sol. Elles contiennent en effet du carbone, mais elles peuvent aussi ne pas être complètement décomposées. Et le paradoxe, c'est que si dans quelques mois, ces pailles-là ne sont pas décomposées, lorsque vous ferez un prélèvement pour vos analyses de terre, au mois de février-mars par exemple, qui sont, je le rappelle, les périodes idéales pour le faire, vous allez retrouver des pailles non décomposées, que vous verrez plus ou moins à l'œil d'ailleurs, qui dans votre échantillon vous apporteront du carbone dans l'analyse et donc de la matière organique. Mais pourtant, ça ne sera pas bon signe à notre humble avis par rapport à notre stratégie à nous. Cela signifiera en réalité que votre matière organique que vous avez laissée sur le terrain n'est pas encore rentrée dans le circuit du sol. Alors attention, ça peut être pour plein de raisons. Un non-travail du sol complet, un travail du sol très superficiel avec une qualité de mélange faible, peu de ferments du sol qui vont décomposer les pailles, et vous retrouvez avec des décompositions partielles. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais dans certains sols, et je pense qu'ici, si on cherche un peu, vu qu'on a été plutôt proche d'un semis presque direct, on va retrouver des résidus de l'année passée. Là, c'est le cas. Vous voyez, on retrouve, si vous vous rappelez bien, les rangs de maïs qu'on avait laissés de l'année dernière. Quelques résidus de maïs qui sont restés en surface. Vous voyez qu'ils n'ont pas de coloration noire. Et je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose de très important. C'est que pour que des résidus se décomposent, contrairement aussi à certaines philosophies, il faut un contact avec le sol. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé, dans nos régions,
dans notre pays, on n'a pas une hygrométrie suffisante tout au long de l'année. On a quand même une saisonnalité qui est de moins en moins marquée, il est vrai, mais qui n'est pas comme dans certains pays où il y a énormément d'hygrométrie en permanence, qui permettent à certains ouvriers du sol, notamment les champignons, de pouvoir grimper sur nos résidus et nous les décomposer. Donc là, notre intérêt, nous ici, après la moisson, c'est qu'on va remélanger à la fois des résidus de l'année dernière, on va à la fois déchausser les rangs de maïs pour cette parcelle de l'année dernière, et on va donc faire un mélange des chaumes et des pailles importantes, puisqu'on a plus de 6 tonnes de paille à l'hectare comme beaucoup de régions cette année. Donc ça, c'est pour nous positif. On n'a peut-être pas eu le grain mérité, même si, je crois que je vous le disais, ici on a fait un très bon rendement, on a fait 88 quintaux, donc derrière du maïs on est plutôt content par rapport à l'autre site où on est plus proche dans les meilleures parcelles à 74 quintaux, c'est la meilleure qu'on a fait. Donc c'est important parce que le volume de paille, c'est ce qui va nourrir nos ouvriers du sol pour ceux qui la conservent. Et en agriculture de conservation, c'est très très important de considérer que c'est ce qui va permettre d'attirer certains ouvriers du sol à la surface quand le moment sera venu. Ce sont les résidus. C'est ça qui va attirer vos ouvriers du sol à la surface. Et donc, en venant à la surface chercher ces résidus pour s'en nourrir, ils vont vous restructurer le sol. C'est très très important. Dès que l'on fait une culture qui ne laisse pas de résidus, au-delà de l'aspect matière organique, c'est tout simplement que l'on ne va pas attirer les êtres vivants à la surface. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et autre exemple, on peut aussi avoir pour plein de raisons des pailles qui sont enlevées, des raisons d'élevage principalement, ou, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour des raisons de facilité, de se dire pour faire un colza, là c'est ce qu'on va faire derrière cette paille, ce sera plus facile en enlevant la paille. Pour les éleveurs, par contre, ils vont par exemple ramener du fumier, mais ils vont le ramener pas forcément cette année, ils vont le ramener l'année prochaine, à l'automne ou au printemps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année où ils ont enlevé la paille, l'année où vous, amis éleveurs, vous avez enlevé la paille, les êtres vivants du sol ont eu des choses à manger, les racines qui peuvent représenter, sur un blé à 80 quintaux, on peut avoir donc 8 tonnes, on peut avoir 7-8 tonnes de racines. Quand on a un sol entièrement exploré, jusqu'à 1,80 m, 2 m d'enracinement d'un blé naturel. Donc je vous mettrai des liens pour aller voir les vidéos qui expliquent tout ça. Mais indirectement, vous n'avez pas laissé la paille pour attirer ces ouvriers-là qui vont en même temps vous restructurer votre sol, même si vous amenez du fumier plus tard. C'est ça qui fait que l'équilibre est difficilement facile à mettre en place et qu'il est souvent un peu rompu quelque part. Puis après, il y a tous ceux qui ont des cultures avec très peu de résidus. Donc ça va être les betteraves, les pommes de terre, les légumes. Évidemment, le plus important par rapport à la matière organique, pour moi, c'est cette notion-là de non-protection du sol, mais aussi du fait qu'on n'attire pas les ouvriers pour remonter en surface, finalement restructurer votre sol. Alors, dans cette parcelle-là, on a attaqué souvent le matin de bonne heure, vers 9h30, 10h, où finalement le grain était sec, mais la paille, pas forcément idéalement, comme toujours. Il y a un temps un petit peu avant que ça se passe. Alors là, je suis en train d'essayer de faciliter la digestion de mes ouvriers du sol sur le tour du champ. Puisqu'en fait, après, comme vous le savez, une moissonneuse rouge broie très bien, encore plus les modèles récents. Mais ce n'est pas le cas pour les pailles qui étaient justement pas tout à fait sèches le matin de bonne heure. Donc on a la paille plutôt moins bien répartie, c'est surtout ça plus le problème que le broyage en lui-même, mais on peut faire mieux. Alors je me permets sur le tour du champ de passer le broyeur qui n'a pas d'action sur le sol pour le moment, pour laisser encore mûrir la paille un petit peu avant d'intervenir par un travail du sol, on verra ça ensemble. Et donc de passer un broyeur qui va avoir un rôle pour défibrer en fait, défibrer les résidus. Alors quel est l'intérêt de les défibrer? C'est de faciliter leur digestion, un peu comme une bouillie pour les petits bébés, c'est faciliter la digestion par la vie du sol. Vous rappelez que les parties les plus ligneuses, et c'est le cas de la paille, les entreneux par exemple, toutes les parties extérieures qui donnent la rigidité à la paille sont finalement proportionnellement très riches en carbone. On va parler notamment d'un rapport dont certains d'entre vous m'ont souvent parlé dans les commentaires, le rapport carbone sur azote. Alors c'est un rapport assez commun aujourd'hui, assez utilisé de manière commune, et qui permet finalement d'avoir une idée du type de matière organique que l'on a. Alors avant de parler de ça, et de conclure cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de votre sol, et ça c'est très important,
c'est de vous ramener tous les résidus que vous allez laisser, quels qu'ils soient, à un rapport carbone sur azote, donc c'est une mesure, aux alentours de 10, 10,5. En gros, c'est le boulot de votre sol. Je m'explique. Si vous apportez un fumier très riche en paille, avec un rapport carbone sur azote de 25, 30, le rôle de votre sol, ça va être d'utiliser sa réserve en azote, souvent présent dans la matière organique, que vous allez d'ailleurs stimuler par un travail du sol d'enfouissement, ou en tout cas de mélange de votre fumier, par exemple, pour vous redescendre ce rapport carbone sur azote de votre fumier à 10, 10,5. C'est le rôle du sol. Il utilise donc sa réserve azotée, comme il va le faire pour cette paille, qui a un rapport carbone sur azote encore plus élevé, puisqu'il n'y a pas l'azote des bousses de vache ou des crottins de chevaux ou de moutons ou autres, vous comprenez ce que je veux dire. Donc finalement, c'est sur sa réserve et on va le stimuler en faisant un travail du sol. Inversement, si vous apportez, vous, éleveur, un lisier, qui a un C sur N de 5, de 6, des fientes qui vont avoir un C sur N de 7, de 8, le rôle de votre sol va être de les remonter, c'est-à-dire d'utiliser, là dans ce cas-là, le carbone présent dans le sol pour finalement tamponner et remonter finalement le C sur N de vos effluents. C'est là que vous avez une partie de la réponse à cette question. Est-ce que certains produits organiques que je peux apporter, certaines matières organiques que je peux apporter dans mon sol, peuvent-elles être consommatrices de la matière organique de votre sol? Je vous laisse réfléchir, mais par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez déjà une partie de la réponse. Donc en clair, l'idée de broyer les résidus quand c'est nécessaire, évidemment que c'est un travail supplémentaire, rien ne remplace le travail par la moissonneuse-batteuse économiquement, le temps à passer, le risque dans certaines parcelles avec les incendies ou etc. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Mais avec ces broyeurs-là qui aspirent, c'est vrai qu'on a un risque quand même plus limité puisqu'on reste vraiment à une hauteur très constante et ça aspire aussi, surtout la paille et ce qu'on arrive à faire. Alors ça paraît anodin ce travail de défibrage des pailles. C'est pour moi plus utile que les herses à paille, qui ne sont pas des mauvais outils, mais qui eux par contre grattent le sol en surface et vraiment ont une pression sur la pointe souvent très très importante. C'est utilisable une année sur 5 dans des années très très sèches, c'est le cas depuis ces dernières années, il faut le reconnaître. Le rôle de répartition n'est jamais aussi bon que quand la moissonneuse l'a fait bien, parce que rattraper ça derrière c'est très très compliqué. Par contre, en quelque sorte, on va avoir besoin d'énergie dans notre sol, qu'on va plus ou moins déclencher par un travail du sol pour faire cette décomposition-là. C'est pour ça aussi qu'en semi-direct, par exemple, ou si on ne touche pas du tout aux résidus, ils vont évoluer de manière partielle et lente. Et c'est bien là le problème. Si on retrouve par exemple, plusieurs mois plus tard, des pailles qui, au lieu de rester blondes, comme elles le sont là, elles changent légèrement de couleur pour aller vers un côté plus noir, là on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la répartition du travail des ouvriers du sol. Et qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'on a des sols essentiellement bactériens. Quand vous souhaitez que vos pailles se décomposent vite et que vous ajoutez de l'azote pour le faire se décomposer rapidement, vous ne faites pas travailler le monde champignon. Et je vous mettrai des liens sur les vidéos que font les champignons, vous comprendrez pourquoi. Vous pouvez être consommateur de matière organique tout en laissant de la matière organique, puisque vous allez apporter par exemple de l'azote qui là, cet azote-là ne va être utile que pour les bactéries. Vous souhaitez que ça aille vite. C'est comme l'enfouissement. Enfouir avec des outils, des matelas de paille comme ça importants, est une erreur. Vous allez voir qu'en travaillant en microfissuration avec un travail de mélange de surface, cette paille-là va évoluer rapidement, mais plus par la vie du sol. Alors attention, on sera tributaire avec un minimum d'humidité. C'est ça l'enjeu. Sans humidité, il ne se passe rien. C'est pour ça que de la laisser mûrir encore au soleil, qu'elle soit encore plus cassante. Vous voyez, là, elle est encore bien élastique, bien ficelle. Elle est encore trop fraîche. Travailler la terre tout de suite, pour nous, ce n'est pas une bonne idée, si on veut une bonne décomposition. C'est ce qu'on peut retrouver dans quelques semaines où on va avoir une paille en fait qui est encore toute violette, là, qui est mal évoluée, et c'est souvent lié au fait que soit un manque d'oxygène, souvent d'ailleurs, et un manque aussi de répartition des bons ouvriers. Donc notre challenge il va être là. Le sol en fait c'est un peu comme un adolescent, plus vous lui donnez à manger, plus il a toujours envie de manger. Vous connaissez ça pour ceux qui ont des adolescents à la maison. Eh bien, il faut être très prudent avec ça, puisqu'en apportant certaines matières organiques stimulantes, excitantes, on va avoir un sol qui mange de plus en plus, mais au détriment de ses réserves. Surtout si les produits que vous amenez sont avant tout des stimulants. Et reconnaissez-les les amis, ce que vous souhaitez quand vous mettez des composts là pour faire du colza, c'est que vos colzas ils pulsent. Si vous mettiez un vrai amendement,
quelque chose qui est vraiment destiné à la longue durée de votre sol, vous pourriez avoir un effet presque dépressif sur votre colza. Et oui. Et d'ailleurs, une des problématiques qu'on a eues ensuite sur les colzas ces dernières années et qui fait que l'administration rallonge un peu les autorisations, cette année vous savez que vous avez droit à une trentaine d'unités d'azote en localisation, puisque, comme on vous l'avait dit dans de nombreuses vidéos, une des problématiques insectes en grande partie était liée au fait qu'on avait des colzas trop faiblards, des sols trop vidés en azote qui ne permettaient pas cet azote de mise en réserve. Ce n'est pas forcément de l'azote qu'on apporte nous d'ailleurs, mais des mauvais recyclages, des sols asséchés avec des mesures de reliquat qui sont ridicules si on veut des réelles décompositions dans nos sols. Il faut de la réserve dans le sol qui lui appartient et une grosse partie de sa réserve d'azote, elle est dans la matière organique intrinsèquement dans le sol, c'est-à-dire dans l'humus. Le cycle de l'humus, ça prend plusieurs dizaines d'années, puisque là, nos 100 kg de paille, on va en avoir peut-être 80 qui vont être décomposés tout de suite, ce que l'on appelle minéralisés, on en reparlera, et on va avoir 10-15% qui vont être humifiés. L'humification n'a pas lieu en plein cagnard au mois de août, mais davantage fin septembre, octobre, novembre, dans les périodes humides de l'automne, la période des champignons. Vous êtes bien d'accord avec ça? Donc évidemment, à cette période-là où vont se mettre en place les champignons, avec tout leur réseau de mycélium et autres, on va essayer de déranger le sol le moins possible à ce moment-là. Donc si on a du travail de sol à faire pour faciliter toujours le même principe, la digestion de nos résidus présents dans nos sols, un des objectifs, ça va être de travailler au moment où on gêne le moins. On est invité dans le sol. On est invité à côtoyer nos 10 tonnes d'êtres vivants qu'on a sous nos pieds. En tout cas, ça doit être votre objectif. Et de laisser la matière organique au-dessus va leur permettre de s'alimenter. Et ils ne vont pas s'alimenter une année et puis pas l'autre. C'est tous les ans qu'il faut au maximum laisser nos résidus. Alors un des constats que l'on peut faire, c'est que malgré des niveaux de résidus qui ont augmenté ces 40 dernières années, on a des taux de matière organique qui en moyenne ont été divisés par 2 voire 2,5. Je parle bien des vrais taux de matière organique et pas à l'inverse de gens qui se vantent aujourd'hui ou qui se satisfont de taux de matière organique qui augmentent en 5-8 ans parce qu'ils sont passés en TCS ou autre. Ah j'ai gagné 1,5 point, on voit ça régulièrement sur les réseaux sociaux, je le redis, c'est une aberration, vous devez plutôt être inquiet de vous dire mais comment ça se fait? C'est que mon sol ne digère pas. Puisque notre objectif à nous, et je conclurai là-dessus, n'est pas de stocker cette matière organique-là sous forme de carbone. Évidemment que c'est utile pour la planète, mais ça c'est notre boulot. Le stockage de carbone, il est naturel, il est davantage lié au tournesol là, qui est en train de stocker et de réinjecter par ses racines du carbone que juste le stocker comme ça de manière inerte comme du charbon de bois. C'est pas ça notre objectif. C'est pour ça que le travail du sol intelligemment fait a un rôle d'améliorer ce turnover. Et on franchit des caps chaque année, on refait un colza derrière. Admettons qu'on soit dans une parcelle pour faire un couvert, on refait des plantes qui vont bénéficier de ce système-là. C'est aussi pour ça, et je conclurai là-dessus, que de faire un couvert tout de suite dans cette période de minéralisation de la paille, de consommation d'azote, comme on l'a vu, pour redescendre le C sur N de cette paille, vous vous rappelez le raisonnement, eh bien c'est très préjudiciable aux couverts végétaux que l'on met en place de bonne heure. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, on n'est pas favorable au semis de couverts végétaux au cul de la batteuse. Ça fait des plantes mal nourries qui vont finalement chercher à se reproduire très vite et qui vont donc avoir des cycles assez courts. Alors si ça peut être satisfaisant visuellement et voilà, c'est pas négatif au fond pour le sol. La présence de plantes est forcément positive. Mais pour le résultat intrinsèque et le travail fourni par l'agriculteur, pour nous, ce n'est pas satisfaisant. Alors que si on attend un mois de plus après avoir fait un travail de mélange et que ça évolue bien, que les pailles aient bien reçu pluie, soleil, etc., quand on va implanter nos couverts vers le 10-15 août, on va avoir forcément un retour déjà de ce début de minéralisation. Comme je le dis toujours, chaque fois que vous travaillez la terre, etc., la matière organique emprisonnée dans la terre qui fait le lien entre vos particules minérales de votre texture, de votre sol, ce qui fait ce lien-là, ce sont les bases et la matière organique. Et c'est ce complexe-là qu'on casse par un travail du sol et on libère donc la matière organique, elle est ouverte à l'air, entre guillemets, comme la rouille sur une barrière ou un portail qui n'est pas peint sur l'acier. Et là, les bactéries, les premières, vont se jeter sur cette matière organique pour la croquer. Donc le travail du sol doit être modéré, doit être consolidé pour garder la fraîcheur et garder un système vertical qui respecte ce que les plantes ici ont déjà mis. 8 tonnes de racines, l'essentiel de la nourriture, va en partie se trouver facilement atteignable dans les racines, qui là aussi doivent être décomposées dans les 4-5 mois qui viennent, même plus rapidement que ça pour des céréales. Des luzernes, ça peut être plus d'une année pour décomposer des racines de luzerne.
Donc les histoires de drainage, etc. avec les racines qui vont dedans, bon, on en reparlera, mais c'est de la légende. Alors, dans la prochaine vidéo, justement, on va continuer sur la matière organique parce que croyez-moi, il y a beaucoup à dire, hein, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Je voulais juste vous illustrer la possibilité d'accélérer le fractionnement, la fragilité, casser le squelette de vos pailles pour mieux les faire digérer. On prend son temps, on ne s'excite pas avec un déchaumeur au cul de la batteuse si ça n'a pas d'intérêt. Préparez vos champs de colza si vous le souhaitez. Si vous jugez que dans certains endroits il est utile de travailler la paille comme ça, vous avez l'impression peut-être de ne rien faire, mais je vous assure que dans la digestion de vos pailles, vous verrez la différence. Et ce travail qui consomme 5 litres de GNR à l'hectare au maximum est vraiment important et intéressant pour la future évolution de la matière organique. Alors dans la vidéo numéro 2, sur ces sujets, on répondra donc à la question: est-ce que d'apporter certaines matières organiques dans nos sols, en les achetant très cher, suite à vos témoignages, est-ce que ça améliore la matière organique de notre sol, ou est-ce que parfois, selon les choix que l'on fait, ça consomme la matière organique de notre sol? Et oui, vous allez voir, c'est très intéressant, surtout que ça va dépendre de vos objectifs. Et majoritairement, si on regarde bien, les matières organiques qui sont apportées dans les sols le sont pour les plantes que vous mettez derrière. Vous cherchez des choses stimulantes et boosters. Ce n'est pas toujours favorable au sol dans ce cas-là. Mais on en parlera la prochaine fois si ça vous convient. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si elle vous a intéressé. Il y a beaucoup à dire. Et aussi de vous abonner. Et je sais que certains d'entre vous m'expliquent que vous avez du mal à créer un compte YouTube, etc. C'est quand même pas compliqué, les amis. Faites-vous aider par vos enfants, la jeune génération. Il y a bien quelqu'un autour de vous qui va savoir vous faire ça en moins de 5 minutes. Vous êtes un YouTuber accompli et vous pouvez même créer votre chaîne, vous, et dire ce que vous avez à dire pour faire avancer le schmilblick. Voilà les amis, pendant ce temps-là, mon ami apiculteur m'a apporté ses ruches il y a quelques jours pour les tournesols. Et ça aussi, on aura l'occasion d'en parler. Vous voyez, on a beaucoup de choses à faire. À bientôt les amis!